7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Et oui, un grand kawa très serré et sans sucre en ce lundi matin. Et on commence par le traditionnel kawa brûlant. Aujourd'hui, au menu, c'est le Premier ministre Gabriel Attal qui nous le sert dans un mug qui pourrait être décoré de la flamme tricolore du Rassemblement national. Nous allons revenir ensemble sur les récentes annonces du Premier ministre qui souhaite un sursaut d'autorité. On l'a déjà évoqué largement ici. Le copier-coller de l'extrême droite imaginé par le président de la République et son gouvernement se poursuit. On va décrypter ça sans concession. Ensuite, nous irons plus loin lors du Kawa sans filtre pour apporter un éclairage encore plus précis. J'ai le plaisir d'inviter ce matin une avocate pénaliste qui n'en finit plus de monter. C'est pas moi qui le dis, c'est Paris Match. Attention, pour la définir, le magazine résume, c'est une combinaison subtile de puissance et de style. On va voir ça. Voilà, je vais commencer par déjà lui poser notre question traditionnelle. Est-ce que vous le prenez serré votre kawa ou pas? Ménia. Arabe Tigrine, c'est son nom, elle sourit. Alors, arabe comme Rachid Arabe, vous pouvez pas passer inaperçu, vos origines ne peuvent pas passer inaperçues. Ça, vous êtes d'origine algérienne, c'est ça? Oui, absolument. Et alors, je l'ai découverte en 2022 lors du procès des attentats du 13 novembre que j'ai suivi pendant 10 mois. Elle défendait l'un des accusés et elle s'est illustrée par une plaidoirie qu'on a qualifiée de haut vol. Les journalistes, elle se retrouve dans de nombreux dossiers médiatiques. Le dernier en date, le procès de l'évasion de Redouane Faïd, où elle défendait l'un de ses proches, son neveu, qui a participé à l'évasion. On va revenir avec vous sur plein de sujets d'actu qui nous intéressent. Et moi, je vais commencer par poser une question aussi provoque que naïve. L'extrême droite est-elle déjà au pouvoir, Kim? Oui, alors j'entends déjà mes procureurs, détracteurs me dire « Oh là, vous y allez fort, on ne peut pas dire n'importe quoi, les mots ont un sens ». Eh ben, je vais en rester aux mots et aux faits, à l'analyse exacte de ce qui a été dit et ce qui a été fait. Et c'est assez simple, vous allez le voir, il faut juste un peu mettre les choses en perspective. Pour ça, je ne vais pas aller très loin. Commençons par une très courte remontée dans le temps. Ce jeudi 18 avril, il y a 4 jours, pour ses 100 jours à Matignon, joyeux anniversaire, le Premier ministre Gabriel Attal a déroulé une série de propositions dont la filiation avec l'extrême droite est démontrable. Après de nombreux drames, dont la mort d'un adolescent à Viry-Châtillon, Samchedine, il a voulu consacrer un sursaut d'autorité. En fait, on va le voir, il a surtout consacré un discours d'extrême droite lors d'une intervention sur BFM. Première idée, auto-présentée comme pleine de culot et d'ambition, qui est en réalité une vieille obsession de la droite très conservatrice, voire extrémiste, sanctionner les parents dont les enfants ont été jugés pour une infraction. Pour le Premier ministre, il faut prendre le mal à la racine pour responsabiliser les parents. Cette idée, en fait, est une proposition portée par l'aile la plus dure de l'UMP, puis par les Républicains en version Éric Ciotti. La version la plus radicale venait de Marine Le Pen, qui avait même proposé de supprimer les allocations familiales aux parents dont les enfants sécheraient les cours. C'est vrai que pour les Le Pen, dans ce sens, c'est mieux, car si la fille avait dû payer pour le père délinquant multirécidiviste, l'addition aurait été salée. Surtout, le fond de cette mesure ne prend pas en compte plusieurs réalités. 1. Elle enfoncera encore plus des familles qui se tourneront probablement plus facilement vers des sources de revenus illégales. 2. Les familles qui tentent de s'en sortir par le travail seront les premières visées. Oui, l'absence physique des parents à la maison est souvent due à un père et une mère, ou les deux, qui enchaînent les heures de boulot, souvent pénibles, avec un temps de trajet de RER interminable. 3. Ce dispositif n'a jamais été évalué réellement. Impossible de savoir si cette punition lourde fera baisser la délinquance de ces mineurs. On peut le dire, c'est une annonce à visée politique qui a pour fonction de flatter une partie des Français qui pourraient être tentés par un discours ultra conservateur. On poursuit l'analyse du discours de Gabriel Attal. Il veut atténuer l'excuse de minorité. En droit pénal, on estime qu'un mineur, un ado ou un enfant donc, n'est pas jugé de la même manière qu'un adulte. C'est ça l'excuse de minorité. C'est pas un luxe, hein. C'est pas un truc de bien-pensant. Notre société estime qu'un mineur est un citoyen en construction. Et oui, il est influençable, on doit le protéger et l'éduquer. C'est pas pour rien que le droit de vote, c'est à 18 et non pas à 15 ans. En soulevant cela, Gabriel Attal omet volontairement une chose. Il existe déjà des cas où cette excuse de minorité peut être levée. Et surtout, c'est partir d'un principe étrange. Mettre plus d'ados en prison, c'est imaginer qu'à leur sortie, ils seraient dégoûtés du milieu délinquant et criminel. Or, c'est probablement l'inverse qui arrivera. En détention, ce mineur sera en contact de vrais voyous, de criminels, voire parfois même de personnes condamnées pour des faits de terrorisme. Cette mesure dissuasive pourra se transformer en catalyseur. Là encore, Gabriel Attal et son patron Emmanuel Macron semblent animés par un seul objectif, agiter un fantasme ultra sécuritaire. Enfin, alors là, je reviendrai sur une formule qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Gabriel Attal dénonce des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire un entrisme islamiste
qui prône les préceptes de la charia, notamment dans les écoles. Non, ce n'est ni Zemmour ni Le Pen père, c'est bien celui qui se définit comme étant construit dans un héritage de gauche, notre Premier ministre. Islamisme, charia. Ouais. Alors je nie pas là par angélisme une certaine réalité dans notre pays, mais choisir de formuler ces mots aux côtés du mot école à 1 mois et demi des européennes et dans un moment où les tensions sur ces sujets sont vives, c'est consacrer la psychose d'un grand remplacement et c'est donc reprendre à son compte la thèse principale des agitateurs de peur venus d'extrême droite. Cela s'ajoute à un palmarès Ligue des Champions pour Emmanuel Macron, loi immigration voulue par le président lui-même avec sa préférence nationale en matière de prestations sociales, droit du sol remis en cause avec la crise à Mayotte, interview dans la presse d'extrême droite, photo avec Philippe de Villiers, coup de fil de soutien à Éric Zemmour, vote commun à l'Assemblée de la majorité présidentielle avec le Rassemblement national. Mon confrère Jean-Michel Apathy avait une formule forte, le macronisme est devenu une variante du lepénisme. Oui, il a dit ça, et il va être de plus en plus difficile de le contredire. Vous êtes d'accord avec moi, Ménia Arabe Tigrine ? Le macronisme est devenu une variante du lepénisme. C'est un peu exagéré. Là, je vous demande un peu de faire de politique. Vous êtes avocate, mais comme ça, une petite réaction sur, on va dire, cette dérive de l'exécutif vers ce qu'on pourrait appeler comme des mesures ou des idées d'extrême droite. Alors non, c'est pas excessif puisqu'en réalité, on est en train de voir en termes de réforme, de proposition de loi et peut-être, j'espère pas, de vote de loi, le programme des Le Pen depuis toujours. Oui. Et c'est en fait sous Macron que l'on a vu notamment. Alors moi, je parle de ce que je connais, bien sûr, évidemment, mais les règles en matière carcérale se durcir significativement. Ça avait jamais été accepté par aucun gouvernement à part celui de Macron. C'est-à-dire que Macron est plus, on va dire, répressif et plus dur et plus à droite que par exemple Nicolas Sarkozy. Absolument. Avec Brice Hortefeux et tout ça. Absolument. Eh ben. Ah oui. Ah bah on avait, c'est sous la direction, on va dire, du garde des Sceaux actuel, oui. Ancien pénaliste, je le rappelle. Ancien homme de gauche. Éric Dupond-Moretti, elle a rigolé quand j'ai dit Éric Dupond-Moretti, homme de gauche. Je sais, en tout cas plus, ça on peut le dire. C'est quand même lui qui a fait que désormais on ne peut plus avoir de réduction de peine automatique en détention. Alors ça, les Français peut-être trouvent ça juste, sauf que la réalité c'est que ça permettait notamment pour les courtes peines que les gens ne passent pas un temps indéfini en détention. D'accord. Les courtes peines, souvent c'est les premières incarcérations. Donc ça servait strictement à rien que les gens pour une première fois passent réellement 12 mois en prison. Et on se disait, bon, 4 mois, il a compris la leçon, on espère qu'il ne reviendra pas. Et ben, grâce à eux, ce gouvernement-là, les gens attendent vraiment 1 an avant de sortir. Mais il y a quand même une... Pardon, je me fais l'avocat du diable. Ici, le diable, c'est le gouvernement. Il y a quand même une attente des Français. Est-ce que c'est pas quand même une bonne idée de s'intéresser ou de réformer sur la délinquance des mineurs? On voit quand même des affaires avec des jeunes de plus en plus violents qui filment leurs actions sur les réseaux sociaux ou qui s'en inspirent. Est-ce qu'il faut rester comme ça les bras ballants ou alors il faut quand même tenter des choses comme le fait le gouvernement et où il s'y prend mal, j'imagine. Alors tenter des choses, évidemment qu'il faut toujours tenter des choses pour que la vie en société soit meilleure. Mais là où ça déconne, pardon de le dire aussi banalement, mais c'est certainement pas dans l'excuse de minorité ou dans la justice des mineurs qu'on va, dans la répression, trouver une solution au fléau de la société. Ce d'autant qu'ils oublient, quand ils font des annonces aussi graves, que ça fait depuis à peu près 1945, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, que la justice des mineurs a été prévue pour qu'on aille dans le sens d'une protection, de l'éducatif et non pas du répressif, parce qu'on estime, c'est très simple, qu'un enfant, parce qu'on parle d'enfant, un mineur c'est le terme juridique, mais on parle d'enfant, un enfant il n'a pas fini de se construire. À 17 ans, parfois on se dit que c'est un grand camp d'enfant quand même, non ? Ah bah alors franchement c'est pas là je vais pas faire la scientifique mais l'OMS oui. Il nous dit quand même que notre cerveau finit de mûrir à environ 25 ans. Alors d'accord. Je sais pas, peut-être que les hommes et les femmes c'est différent, mais oui là bam. On va pas rentrer là-dessus tout de suite. Nous ça fait encore plus de temps les mecs. Peut-être qu'ils n'avaient étudié que le cerveau des femmes, j'en sais rien. Mais... ouais parce que bam, balle perdue pour tous les hommes qui nous écoutent. Ce matin prenez ça dans votre voiture ouais, chez vous. C'est un peu tôt. Mais en tout cas, notre cerveau n'a pas fini de se construire. On a quand même décidé que le droit de vote, la sexualité, le permis de conduire, c'est 18 ans, donc on est tous à côté de la plaque. Ça baisse je crois d'1 an là bientôt. D'accord. Il y a une réforme du gouvernement. Merci pour l'info. Ouais. En tout cas, on est tous d'accord depuis au moins la Seconde Guerre mondiale pour dire que les enfants, il y a peut-être un espoir
voyez, qu'ils ne deviennent pas des délinquants une fois adultes. Et c'est ça l'idée de cette justice. Est-ce que certains parents n'ont pas démissionné ? Est-ce que les sanctionner, c'est pas les responsabiliser ? Vous avez compris, je reprends un peu les éléments de langage du gouvernement. C'est tellement facile de parler de gens dont on ne comprend pas la vie. Je ne souhaite pas, mais j'invite quand même Monsieur Attal et compagnie à aller passer une journée dans la vie des quartiers avec des parents qui se lèvent tôt le matin, qui vont travailler toute leur existence, qui se tuent la tâche et qui en tombent malades d'ailleurs souvent pour élever comme il se doit des enfants. C'est pas facile de vivre comme ça et c'est trop facile de dire ils démissionnent. Il se passe plein d'autres choses qui expliquent ça. On va reprendre ça avec mon invité, l'avocate Ménia Arab-Tigrine. On décrypte le tout sécuritaire du gouvernement, voire la dérive droitière, voire extrême droitière. Et on évoquait les fameuses annonces de Gabriel Attal avec cette idée sanctionner des parents qui auraient laissé leurs enfants tomber dans la délinquance. Les sanctionner, ce n'est pas les responsabiliser. C'est ça la question que je vous posais, maître. Ma réponse était donc, et je continue, ils sont responsables. Ils n'ont pas élevé des enfants, ils les ont pas maintenus en bonne santé et bien habillés pour que à 13 ans ou à 14 ans, ils finissent en bas de la cité à vendre du shit. C'est le rêve d'aucun parent. Il faut bien que les gens réalisent que c'est un échec pour eux aussi, mais c'est un échec collectif. Et c'est là que pointer du doigt à ce point uniquement les parents, qui certes ont un rôle éducatif, c'est oublier que on vit dans un pays dans lequel l'État a aussi un devoir vis-à-vis de chacun de ses citoyens et de ses citoyens en devenir. Donc c'est un échec collectif, y compris de l'école. Et c'est pour ça que je disais, il faut bien sûr intervenir, mais intervenir là où il y a quelque chose à faire. L'éducation nationale va pas bien en France. C'est là qu'il faut injecter des fonds. À quoi ça sert d'aller remplir les prisons ? Là, on a atteint un pic. On n'a jamais eu autant de détenus en France. On est à plus de 76 000 détenus. On n'a jamais eu ça. Bon, c'est pour faire des chiffres. On est en train de vivre tous ensemble la campagne électorale d'Attal ou de Darmanin, j'en sais rien, mais aux frais du contribuable. Parce que finalement, plus de détenus avec plus de mineurs, ça veut dire plus de récidives. La récidive, les chiffres sont simples et c'est très concret. Quand on passe en prison, il y a 40% de plus qu'on récidive. Parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on se criminalise davantage, parce qu'on est en colère. Quand on sort de prison, ça n'a jamais marché. Ça veut dire que les tenants d'une politique très sécuritaire veulent mettre plus de gens en prison, mais en mettant plus de gens en prison, on va créer plus de délits et de crimes en quelque sorte. Si je fais un peu l'équation aussi simple que ça. Ça, c'est les chiffres. D'accord. C'est le plus grand facteur de récidive, c'est la prison. Mais en même temps, on se dit que c'est pas évident. On va en parler dans quelques minutes avec la fameuse opération Place Nette XXL du gouvernement. On a presque l'impression que c'est un épisode Netflix. Mais juste avant, j'ai une petite question. Allez, c'est ma première question. Je m'en mets toujours deux. Café du commerce, d'accord ? Une avocate, est-ce qu'elle peut défendre n'importe qui pour l'honneur du droit, de la justice, d'un procès équitable ? En clair, est-ce que vous pourriez défendre Éric Zemmour, par exemple, ou pas ? Demain, il a un problème, il vous appelle. Bonjour maître. Voilà, j'ai un souci avec Beurre FM. Voilà. Avec Kim. Avec Kim. Ça, je suis un dossier comme un autre. Je vous ai vu, vous avez déjà défendu des personnes accusées de terrorisme. Est-ce que vous pourriez me défendre, moi, Éric Zemmour, grand démocrate ? Grand démocrate ? Pardon. Vous avez senti un petit peu les guillemets, c'est ça ? Ah ouais, vous non, avez alors senti les guillemets quand je parle. Je dirais que je peux défendre tout le monde. Mais je ne dois pas défendre tout le monde. Donc ma liberté de défenseur, c'est de choisir quand même qui j'ai envie de défendre. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on aurait un problème sur la notion de démocratie, par exemple. Est-ce que ça dépend des honoraires ou pas ? Non, vraiment. Enfin, pas que. Ça vient les franges. On adore. Non, c'est-à-dire que très honnêtement, si Éric Zemmour me propose 1 million d'euros pour le défendre demain matin, je lui dis non. Alors que vous pourriez vous dire qu'un million d'euros, c'est 1 million d'euros. Contre, moi, je réfléchis. C'est ce que moi je me dirais, c'est 1 million d'euros en moins pour sa cause. Alors je vous laisse le défendre. Moi j'irai pas en tout cas. C'est important d'avoir des valeurs, d'avoir des idées et de les maintenir, surtout quand on est avocat à mon avis. On a un devoir. On a un devoir aussi dans notre prise de parole politique et idéologique. Moi je n'ai pas envie que mon cerveau fonctionne pour un mec comme ça. Alors il y a un autre sujet donc qui vous interpelle, qui m'interpelle aussi, c'est la fameuse opération Place Nette XXL du gouvernement. On rappelle en quelques mots, le gouvernement a lancé une vaste opération de police et certains disent de communication, vous allez me dire, pour réaliser un maximum de perquisitions, d'arrestations dans les points de deal.
et aussi aller chercher des trafiquants de drogue à l'étranger. Il y a eu des arrestations spectaculaires. Est-ce que c'est une réussite quand même ? On entend beaucoup que c'est plutôt réussi et bien joué de la part du gouvernement. Je vous vois sourire là, pour ceux qui ne vous voient pas, qui nous entendent dans leur voiture. C'est une réussite ou pas ? Alors, réussite n'est absolument pas le mot, puisqu'en fait, on se moque de nous, mais comme je crois, on l'a rarement fait dans le domaine de la justice et de la police, parce que c'est quand même un sujet un peu grave. Et puis là, pour le coup, c'est vraiment un sujet que je connais bien, puisque c'est une matière dans laquelle j'évolue. 90% de notre clientèle est issue du trafic de drogue, c'est ça ou pas ? Je sais, j'ai pas fait les chiffres, mais je pense que oui, on n'est pas. Oui, bien sûr, vous avez accès à mes dossiers. Mais non, je pense qu'on n'est pas loin de la réalité. Ce qui est incroyable, c'est que personne, depuis que ça a commencé, ne s'est dit, on va vérifier quelle est la différence entre avant et maintenant. Un truc tout simple pour se dire, oui, c'est très bien, non, c'est moyen et compagnie. Sauf qu'en fait, là, on nous jette de partout à la figure. Il y a 4 tonnes de drogue saisie. Waouh, on n'a jamais fait ça, c'est génial. Sauf que en 2022, c'est les derniers chiffres officiels que l'on ait, on était à 125 tonnes de drogue saisie. D'accord ? Et là, je ne parle que de cannabis. Si je rajoute la cocaïne, on est à 150 tonnes pour l'année. Si vous divisez par 12 mois, on doit être à 12 tonnes par mois. Tonnes, Donc, place nette, c'est génial, on en parle partout. Résultat des comptes, ça veut dire qu'en un mois, on a fait beaucoup moins que les années précédentes, mais quasiment de plus de la moitié. Et on en parle tous les jours comme si c'était extraordinaire. Il y a eu des arrestations un peu symboliques. Le chef du fameux clan Yoda à Marseille, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un côté il y a Yoda, de l'autre il y a la mafia des Z. Ce sont 2 clans qui s'affrontent souvent de manière meurtrière sur le terrain, parfois avec des victimes collatérales à Marseille, parfois dans le centre-ville de Marseille. Je sais bien, j'y suis souvent. C'est ce fameux chef de clan Yoda actif dans les règlements de compte. Il a été arrêté. Là, on se dit quand même, ils sont allés chercher une tête pour une fois. C'est pas le chouf, c'est pas celui qui charbonne, comme on dit. Et personne s'est dit comment se fait-il que dès que Macron annonce qu'ils vont révolutionner la lutte contre le trafic de stupéfiants, on arrive tout de suite à interpeller des gens. Donc on savait où ils étaient, on était susceptible à n'importe quel moment de les arrêter. Et là, précisément, il y a des gens qui arrivent sur mandat d'arrêt. Donc encore une fois, on savait donc précisément où ils étaient et comment les arrêter. Là, d'un coup, ça fonctionne, le mandat d'arrêt, alors que d'habitude, manifestement, si on les écoute, ça marche pas. Et ces interpellations dont on vous parle, c'est encore des chiffres et des chiffres et des chiffres, mais pour ne rien dire. Je crois qu'on est à 3800 ou 3814 interpellations. On nous dit pas qu'en fait, il y en a que 600, c'est écrit, mais je sais pas si les gens réalisent, il y en a que 600 qui passent devant la tribunal, donc le reste, c'est que des chiffres. Là-dedans, on le sait parce que nous, on est au contact de la police et des magistrats, on met tout dans ces chiffres. Donc le vol de sac à main, le délit routier, ça rentre dans ces chiffres. On ne parle pas que de drogue, donc ça déjà, c'est prendre vraiment les gens pour des abrutis. Et en plus, une fois que ces gens-là passent devant la justice, ils vont pas tous en prison. Ils vont plus en prison que d'habitude. C'est la seule nouveauté depuis un mois, sauf que ces 3800 arrestations, c'est beaucoup moins que ce qu'on a tous les mois depuis des années en matière de lutte contre le trafic de drogue. Donc il n'y a rien de mieux. Non, mais par exemple à Marseille, si on prend ce cas qui est quand même emblématique en France, est-ce que cette communication, elle va pas aussi décourager les trafiquants, c'est-à-dire les harceler sur les points de deal et peut-être aussi nuire à leur business tout simplement? Est-ce que ça rassure pas aussi les familles qui habitent là-bas, qui se disent on sent aussi une présence policière? Et je parle aussi des familles pauvres, des familles qui galèrent toute la journée, qui ont du mal, qui ont peur en rentrant chez elles. Ces familles qui seraient donc les mieux placées pour vous dire que quand on interpelle un chouf, parce que c'est tout ce qu'on interpelle en ce moment, il est remplacé le lendemain. On n'a pas démantelé un réseau quand on a interpellé un chouf. Et ça, tout le monde le sait. Un guetteur, un chouf, pour ceux qui ne savent pas. Oui, pardon. Même si en arabe, on sait que chouf, ça veut dire voir. Ouais, c'est tellement, on utilise tellement ce terme, mais encore une fois, les magistrats et les policiers qui sont sur le terrain comme les avocats dans une autre partie de l'histoire, on va dire, judiciaire, c'est les premiers à dire, c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de longues instructions, on remonte jusqu'à la tête de réseau, parce que là, on fait un vrai boulot d'apaisement social. D'aller arrêter des gens pour les libérer ou pour les faire remplacer le lendemain, ça n'a aucun intérêt, sauf, encore une fois, de produire des chiffres que l'on n'explique pas et que l'on manipule, et comme ça, on viendra dire à l'électorat de Marine Le Pen, regardez, on est capable de faire ce qu'elle vous propose. C'est tout ce qui est en train de se passer. Parce que vous, je crois, vous avez
comme client, vous aviez comme client l'un des chefs de, on va dire, du narcotrafic aux Pays-Bas, c'est ça ? Oui, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, oui, d'accord. Enfin, que je sois son avocat. Oui, bien sûr, non, parce que je sais pas, non, parce que parfois avec les avocats, ça va vite. Et est-ce que la situation, parce qu'on prend souvent les Pays-Bas comme l'exemple où, on va dire, la criminalité est totalement décomplexée par rapport à ces questions-là. Est-ce que on se rapproche de cet exemple-là en France ou pas ? On a aux Pays-Bas assassiné un journaliste qui sortait, par exemple, de son studio. On voit la famille royale qui est en danger. Est-ce que en France, on pourrait aujourd'hui arriver à une situation aussi tendue qu'aux Pays-Bas ? Ou est-ce qu'on est déjà dans une situation qui est Non, c'est deux pays qui fonctionnent complètement différemment. Et puis, qu'est-ce qu'on fait attention, nous, à l'état de droit, faut jamais oublier tout ça. C'est pas, on a l'impression quand on écoute Monsieur Attal que c'est la jungle, la justice française, mais il y a quand même des gens très sérieux qui sont des professionnels qui travaillent tous les jours à ce que on vive dans un état de droit avec des libertés et des libertés fondamentales qui sont respectées pour tout le monde. Ça marche, hein. C'est pas parfait, on n'a pas un système judiciaire parfait, mais ça marche plutôt bien en France et les chiffres des arrestations et des incarcérations sont extrêmement bon pour la police et pour la justice. Il faut pas, vous savez, de faire peur à la population, c'est comme quand on sort des grands mots ou des gros mots, je sais pas, mais vous voyez, quand à un moment donné on disait à la fois pandémie et terrorisme, ça y est, on était sûr que tous les Français avaient peur et on pouvait leur faire gober à peu près n'importe quoi. Et il faut faire très attention, il faut garder un esprit critique face à l'information et il faut aller vérifier en fait ce qu'on nous dit. Dans l'ordre, on va jouer à un jeu, c'est mon jeu top 3 dans l'ordre du meilleur au pire des gardes des Sceaux, Dupond-Moretti, Rachida Dati ou Robert Badinter. Ça va, je vous en ai mis un facile. Non, 1, 2, 3, alors meilleur au pire. Donc Éric Dupond-Moretti, Rachida Dati, Robert Badinter. Badinter le meilleur, c'est sûr. D'accord, je dirais Dati ensuite, même si là ça commence à devenir difficile là, hein. Et puis évidemment je le mets en dernier, mais vous avez compris pourquoi. Mais c'est votre ancien confrère pénaliste, Éric Dupond-Moretti. Justement, il faut jamais enfin, c'est mon avis très personnel, il faut jamais tourner sa veste, c'est compliqué, même à l'échelle d'une vie, c'est compliqué de passer complètement, radicalement comme ça, d'idées à d'autres. C'est pas possible. Enfin, moi je vois pas comment ça pourrait fonctionner. Pour vous, il s'est totalement trahi ? Ah oui, absolument. Absolument. On peut pas se battre toute sa vie pour les droits de tous et venir dire ensuite, en fait, il y a des catégories d'individus dans la société et les délinquants, on les enferme, et on les enferme le plus longtemps possible. Et en plus, je vais vous faire croire que ça va aider. C'est le premier à savoir que la détention, ça sert strictement à rien et qu'on n'est pas bon en France. Parce que vous parliez des Pays-Bas, il faut regarder les pays nordiques, ce qu'ils font en matière de détention. On forme les gens, on les prépare à la réinsertion, on fait un vrai boulot pour qu'on arrive à vivre mieux tous ensemble. Alors, si vous étiez ministre de la Justice, vos 2 premières mesures rapides. Ah oui. Bah oui, on critique. Là, bah oui, vous êtes, vous savez, vous arrivez enfin place Vendôme, voilà. Ouais. Bam, 2 premières mesures. Allez. Alors je dirais, c'est forcément ce qui m'importe le plus, la surpopulation carcérale, ça c'est certain. Parce que c'est difficile, il y a plein de choses que j'ai envie de changer. Et la deuxième chose, je dirais, c'est l'accès pour tous à une justice de qualité. Et dans ça, je dis exactement l'inverse d'Attal sur Place Net. Surtout plus de justice rapide, expéditive, qui prend pas le temps de comprendre les hommes qu'elle juge. Je suis pas sûr que les Français vous suivent parce qu'ils veulent des résultats rapides. Elle dit on va encore étirer le temps d'une justice. Non. Sur le long terme, je pense que les Français, ce qu'ils veulent, c'est sur le long terme de pouvoir se dire ma justice contribue à ce que je sois plus en sécurité. C'est pas de dire aujourd'hui il y a tant de gens qui sont en prison donc je me sens en sécurité. C'est pas du tout la même chose. Il faut que sur le long terme on réinsère réellement les gens et là on va aller mieux. C'est quoi le plus dur dans votre métier, c'est être une femme ou arabe? Les deux. Ah ouais. C'est le combo gagnant. C'est le combo là. Mais c'est vrai que c'est un des milieux où on va dire je sais pas s'il est moins mal représenté, mais j'en connais moi des pénalistes en tout cas d'origine algérienne, marocaine, tunisienne. On est un peu mieux représenté ou pas? Vous avez le sentiment, vous vous sentez pas seul? Des femmes, vous parlez de femmes là? Là je parle, si vous pensez quand je dis nous, alors je sais que peut-être que je ressemble à une femme. C'est pour ça que je me demandais si vous parliez, on a les mêmes cheveux. Oui, donc... on a les mêmes cheveux. Si c'est des femmes d'origine maghrébine, je dirais que on va pas être beaucoup à parler en ce nom-là. Mais de manière générale,
des enfants d'immigrés. Moi, j'aime bien dire ça parce que je trouve que c'est très simple. Oui. Des enfants d'immigrés, on n'est pas encore assez nombreux. Petits-enfants, parfois, parce qu'il arrive Ou petits-enfants, oui, ce qui est mon cas. On n'est pas encore assez nombreux. Moi, je me dis que la fin de la guerre d'Algérie, pardon de parler de l'Algérie, mais c'est quand même il y a un moment en fait finalement. Donc on est en 2024, on devrait avoir plein de journalistes, plein d'avocats, plein de médecins, plein de politiques. Il y a un truc qui marche pas. Les médecins, il y en a plein parce qu'on voit moins qui soignent. Quand il y a eu le Covid, les gens ont découvert, mais dans tous les services et dans les blocs opératoires, il y a plein de robots. Le jour où Macron est parti à l'hôpital, vous êtes quelle origine? Alger. Quelle origine? Oran. Tizouzou. Le mec, il a cru que c'était le Mali, Sénégal. Mais ils sont où les Français? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il a cru que c'était le marché de Noailles à Marseille. C'est vrai. C'est vrai. C'est exceptionnel. C'est là qu'on voit la réalité du terrain. Parce que les gens progressent. Malheureusement, ils sont pas mis en valeur. Et quand on voit madame qui est pénaliste, et vraiment, quand j'ai dit tout à l'heure, ça va peut-être la flatter, mais elle a fait une plaidoirie de haut vol. Il y avait beaucoup d'avocats, donc il y avait pas mal de plaidoiries. Et c'est vrai qu'elle a bien défendu. D'ailleurs, elle a eu ce qu'on appelle quand même un bon résultat dans le milieu. Voilà, elle a bien bossé, quoi. Hein, elle a bien travaillé. Merci. Eh ben oui, faut le dire. Travail d'arabe, comme on dit. Ah ben oui, travail bien fait. D'arabe, tigrine. Ça va être une nouvelle expression. C'était le sens du mot premier qui a été galvaudé par les colons après. Mais le travail d'arabe, c'est travail bien fait. S'il faut travailler plus encore, même en 2024, pour pouvoir avoir la même chose que les autres, il faut surtout dire à chacun des enfants, des ados, je sais pas, on est capable. Il faut surtout pas être attiré par le discours qui consiste à dire parce que tu es maghrébin, tu vas pas y arriver. Même si la discrimination c'est réel et le racisme aussi, il faut surtout dire aux gens, tu es capable, tu vas y arriver, regarde-nous. Et moi j'adore parce que vous n'avez pas défrisé vos cheveux. C'est vrai. Ça n'arrivera jamais. Non mais quand je l'ai vu, alors qu'Asdine tous les matins. Je mets avant de venir à Beurre FM. T'es sûr que tu veux faire des vannes sur les veuches? Les miens non, ils poussent mais à l'intérieur. Il est jaloux. Mais quand elle plaidait, ça faisait aussi partie du maître, vous devriez me défendre au lieu de m'attaquer, maître. Bon, en tout cas, merci. C'était passionnant, exactement. Merci à tous les deux. Merci. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.